Ce qui a été rapporté dans les médias israéliens sur la chaîne 12 et par CBS News aux États-Unis, c'est que les États-Unis et Israël se préparent à lancer ce qui pourrait être, vous savez, leur campagne de bombardement la plus vaste à ce jour contre les infrastructures énergétiques iraniennes. Et s'ils parlent de samedi et dimanche, il semble qu'ils vont le faire cette nuit et demain soir. Dans quelle mesure l'Iran y est-il préparé? Et comment l'Iran perçoit-il ce type d'attaque si elle a lieu? Eh bien, les Iraniens se sont préparés à cette situation et ils ont dit qu'en représailles, ils détruiront les centrales électriques et les infrastructures énergétiques des pays de toute la région. Et je pense qu'il est clair comme le jour ce qui se passera. Ces pays ne pourront pas continuer d'exister. Je veux dire, dans le Golfe Persique, un certain nombre de personnes ont les moyens de maintenir l'électricité chez elles grâce à leurs propres équipements privés. Mais au final, ce sont les régimes qui s'effondreront. Il n'est pas possible que les Émirats survivent sans électricité ni usine de dessalement. S'il n'y a pas d'usine de dessalement au Qatar ou pas d'électricité, ce n'est tout simplement pas viable. Tout le monde devra partir. Encore une fois, ils auront peut-être ces petits générateurs capables de fonctionner quelques jours pour quelques familles riches ou pour une partie de la population. Mais ce ne sera absolument pas suffisant pour faire vivre une société. Les gens devront donc partir. Et surtout, lorsque l'Iran frappera les installations pétrolières et gazières, ce sera la fin des exportations de cette région pour les années à venir. Et je pense que cela provoquera une panique sur les marchés mondiaux. Car jusqu'à présent, la question était, quand le détroit d'Ormuz rouvrira-t-il? Quand le pétrole et le gaz naturel, ou le GNL, l'hélium, les engrais et ainsi de suite, reviendront-ils sur les marchés mondiaux? Et comment épargner aux marchés mondiaux ou à l'économie mondiale une récession? Mais une fois que cela se produira, je pense qu'on va assister à une panique sur les marchés, puis à un effondrement. Parce que ni Trump, ni qui que ce soit d'autre ne pourra plus manipuler les marchés. Les gens verront des scènes d'infrastructures en feu. Et il deviendra clair pour tout le monde que, même si le détroit d'Ormuz est ouvert demain à la suite d'un nouveau protocole d'accord ou d'un nouvel accord entre l'Iran et les États-Unis, cela n'aura plus vraiment d'importance. Il ne restera plus rien. Ces pays se seront effondrés et leurs installations auront été gravement endommagées ou détruites. Donc, ce que les États-Unis menacent essentiellement de faire dans les prochains jours, aux côtés du régime sioniste, parce qu'en fin de compte, c'est le régime sioniste qui est derrière tout cela, pas les États-Unis. C'est le lobby sioniste, le régime israélien. On voit leurs propagandistes aux États-Unis pousser jour et nuit à une guerre totale. Je viens de passer chez Piers Morgan et ils y défendaient une guerre totale contre l'Iran. Il est clair que la force motrice derrière ce conflit, c'est le régime israélien. Mais je pense que les Américains comprennent bien que ce serait catastrophique pour l'économie mondiale et pour l'économie américaine. Pourtant, il semble que si cela se produit, les États-Unis se seront soumis. Ils auront accepté leur propre dépression, accepté une dépression économique et la ruine économique au nom du lobby sioniste. Cela ne finira pas bien pour le régime israélien, car au bout du compte, les gens partout dans le monde vont reconnaître qui a provoqué cette situation catastrophique, parce qu'une dépression économique vous touchera aussi au Brésil. Cela va toucher les gens au Japon. Cela va toucher les gens en Afrique du Sud. Cela va toucher les gens en Argentine, au Nigeria. Personne ne sera épargné. Et tout le monde saura qui a provoqué cela. C'était Trump et Netanyahou, et les forces qui poussent les États-Unis, c'est-à-dire le sionisme et le régime sioniste, vers ce précipice économique. Alors il faudra voir.
Je veux dire, la nuit dernière en Iran, certaines personnes sont restées éveillées pour voir ce qui allait se passer. Moi, je me suis levé pour la prière du matin, et vous savez, rien. Évidemment, rien ne s'est passé. Je me suis donc rendormi. Mais certains de mes amis sont restés debout jusque-là, en attendant de voir ce qui allait se passer. Mais il faudra attendre de voir ce qui se passe ce soir. Je veux dire, j'aurais pensé qu'ils feraient ça hier soir, après la fermeture des marchés. Parce que ce soir et demain soir, c'est bien ça, les marchés commenceront à rouvrir en Asie. Mais plus rien ne me surprendrait. Plus rien ne me surprend. Et il sera très difficile pour les États-Unis et les Israéliens de détruire les infrastructures critiques de l'Iran, parce que l'Iran possède un grand nombre de centrales électriques à travers le pays. Cela causera des dégâts. Cela entraînera des pénuries d'électricité. Mais il est beaucoup plus facile pour l'Iran de causer d'énormes dégâts, parce que, comme vous le savez, et comme vos téléspectateurs le savent, tous les actifs des régimes qui collaborent avec les États-Unis contre l'Iran se trouvent juste le long des côtes du Golfe Persique. Leurs installations pétrolières, leurs installations gazières, leurs centrales électriques, leurs usines de dessalement. Ils sont très facilement. Et puis, bien sûr, sans même parler du fait que le Yémen a été provoqué à la guerre par les Saoudiens pour une raison des plus insensées. On dit que les Américains les ont poussés dans cette direction. Mais les Saoudiens ont provoqué le Yémen à faire la guerre. Et bien sûr, le peuple yéménite exige maintenant la fin de ce siège barbare. L'ironie, aujourd'hui, c'est que les Saoudiens créent cette coalition de pays qui veulent aider l'Arabie saoudite à maintenir ce siège barbare. Et la plupart de ces pays y ont participé, ou beaucoup d'entre eux y ont participé, lorsque les Saoudiens ont lancé la guerre génocidaire contre le Yémen. Ils ont soutenu les Saoudiens dès le début. Et pendant des années, ils ont contribué à affamer le peuple yéménite et au massacre des enfants du Yémen. Certains d'entre eux, bien sûr, se sont ensuite éloignés de l'Arabie saoudite, après que les Saoudiens ont assiégé le Qatar. Le Qatar et la Turquie se sont éloignés, non pas par principe, mais à cause du conflit entre le Qatar, les Saoudiens et les Émirats. Pas par compassion pour le peuple yéménite. Mais cette coalition ne réussira pas. Que vont-ils faire? Ils ne peuvent pas arrêter les drones yéménites. Ils ne peuvent pas arrêter les missiles yéménites. Et ils ne peuvent pas envahir le Yémen. Ils n'ont donc pas les capacités des États-Unis. Et bien sûr, les gens vont demander à chacun des membres de cette coalition, qu'avez-vous fait pour Gaza? Pourquoi n'y a-t-il pas de coalition pour soutenir le peuple de Gaza? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de coalition pour soutenir le peuple libanais? Pourquoi n'y a-t-il pas de coalition pour faire pression sur le régime israélien? Une coalition ne vaut la peine d'être créée que lorsqu'il s'agit d'un allié des États-Unis, qu'on punit pour une guerre qu'il a imposée au peuple yéménite, une guerre génocidaire qu'il a imposée au peuple yéménite. Je veux dire, ces pays pourront peut-être mobiliser une partie de leur société pour soutenir la reprise du génocide au Yémen, ou la reprise de la guerre saoudienne, ou pour renforcer les Saoudiens dans leur guerre contre le peuple yéménite. Mais beaucoup de gens vont devenir de plus en plus sceptiques à l'égard des gouvernements qui y participent. Maintenant, il faudra voir si quelqu'un le fait réellement, parce que seuls les Saoudiens ont annoncé cette coalition. Mais ça ne marchera pas. Tout ce que cela va faire, c'est humilier tous ceux qui seront perçus comme aidant les Saoudiens contre le peuple assiégé du Yémen. Mais quoi qu'il en soit, ils ont réveillé le Yémen. Et maintenant, les frappes contre l'Irak ont provoqué l'indignation dans tout le pays. La résistance irakienne affirme qu'elle va punir les Saoudiens après l'Arbaïn, après le 40e jour, après les cérémonies qui marquent le 40e jour suivant le martyre de l'imam Hussein.
le petit-fils du saint prophète. C'est donc étrange de voir comment l'Arabie saoudite s'est attirée cela. D'abord en attaquant et en bombardant un aéroport international au Yémen, puis en bombardant l'Irak, alors même que le Yémen a dit très ouvertement « Nous avons tiré des drones et des missiles contre l'Arabie saoudite ». L'Arabie saoudite a répondu « Non, non, ce n'était pas le Yémen, c'était la résistance en Irak ». Et ici, en Iran, on pense que les Saoudiens accusent l'Irak parce qu'ils ont peur d'affronter le Yémen. Alors ils cherchent en quelque sorte une autre entité à frapper. Et bien sûr, la plupart des frappes ont été menées par les Américains. Mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est mettre en colère le peuple irakien, surtout à l'approche Arbaïn, quand les Irakiens se concentrent sur la commémoration du martyre de l'imam Hussein, de son combat contre le despote de son époque en soutien aux opprimés. Et vous savez, c'est logique, les gens voient les parallèles. Donc ça ne va pas bien se terminer. Si les États-Unis attaquent l'Iran et aggravent l'escalade, ce sera catastrophique pour l'économie mondiale. Et je pense que beaucoup de gens ne savent tout simplement pas ce qui va leur tomber dessus si cela arrive. Vous avez évoqué le cas de l'Irak. Quand la résistance irakienne a fait cette déclaration en disant « Ce n'est pas nous, nous n'avons pas attaqué, nous n'avons pas utilisé de drones contre l'Arabie saoudite », mais personne, semble-t-il, ne se soucie en Arabie saoudite de ce qu'ils disent. Et l'autre point, ce sont les attaques en Égypte. 2 navires américains ont été attaqués en Égypte. Le New York Times a publié un article affirmant que l'Iran était derrière tout ça. Ensuite, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré « Nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas besoin de faire ça. » Et certains avancent peut-être que certaines de ces attaques sont des opérations sous faux drapeau. Que se passe-t-il, en particulier dans le cas de l'Égypte? Est-ce que c'était l'Iran? Eh bien, vous savez, je ne peux évidemment pas dire qui c'était. Je n'en ai aucune idée. Mais vous savez qu'un certain nombre de cellules liées à l'Ukraine ont été arrêtées en Irak. Elles y lançaient des drones contre différents groupes en Irak, des groupes opposés. Elles ont donc lancé des drones contre des soutiens de l'Iran. Elles ont lancé des drones contre des soutiens des États-Unis. Elles ont lancé des drones contre, vous savez. Et il était clair, à travers leurs actions, qu'elles cherchaient à créer des conflits et des troubles internes. Elles menaient donc simplement des opérations sous faux pavillon. Et ce n'était pas, comme je l'ai dit, contre un camp en particulier. Cela visait différentes entités politiques afin de provoquer, je suppose, une guerre civile. Vous pouvez donc imaginer que ce genre de choses pourrait se produire en Égypte. Cela pourrait se produire en Arabie saoudite. Enfin, je veux dire, les forces armées yéménites ont revendiqué la responsabilité. Elles ont revendiqué des frappes contre l'industrie pétrolière saoudienne à 2 jours différents. Mais les Saoudiens n'ont pas reconnu cela. Puis, le jour suivant, les Saoudiens ont parlé de drones venant d'Irak. Mais il n'y a aucune preuve qu'une installation saoudienne ait été frappée ce jour-là. Donc, il se pourrait que les Saoudiens aient tout simplement inventé ça. Et le 3e jour, il ne s'est rien passé. Mais auparavant, le Yémen avait dit « c'est nous qui l'avons fait ». Et l'Arabie saoudite avait tout simplement ignoré cela, en disant « non, non, ça venait d'Irak ». Le gouvernement irakien dit « nous n'avons aucune preuve ». La résistance dit qu'elle n'a rien à voir avec ça. Et les Saoudiens ont ensuite réellement bombardé des bases appartenant aux forces de mobilisation populaire, qui font partie de l'armée irakienne. Ils ont tué des soldats irakiens et des soldats iraniens, d'ailleurs, des instructeurs iraniens qui se trouvaient là eux aussi. Eh bien, c'étaient les Américains et les Saoudiens. Je dois continuer à rappeler aux gens que la plupart des attaques, des frappes, ont été menées par les Américains.
Mais le fait est qu'il pourrait y avoir une combinaison d'attaques sous faux drapeau, comme en Égypte peut-être. C'est ce que disent les Iraniens. Et il pourrait y avoir, parallèlement à cela, la folie de l'Arabie saoudite. Je veux dire, le régime saoudien n'est pas vraiment connu pour sa grande sagesse. Rappelez-vous, Mohammed Ben Salman a frappé le premier ministre libanais, l'ancien premier ministre Hariri. Il l'a physiquement frappé. Il a assassiné Jamal Khashoggi, quelqu'un que je connaissais personnellement et que j'ai rencontré à de nombreuses reprises, dans différents endroits. Il l'a assassiné dans leur propre consulat et s'est débarrassé de son corps avec, je crois, de l'acide. Cela a provoqué un tollé, puis il a fait comme si rien ne s'était passé. Je veux dire, ce n'est pas une direction sage. Ensuite, avec le feu vert d'Obama, il a lancé la guerre génocidaire au Yémen, parce qu'il considérait le Yémen comme l'arrière-cour de l'Arabie saoudite. Après des années de guerre génocidaire, il a été contraint d'accepter un cessez-le-feu. Puis bien sûr, il a imposé un blocus au Qatar, qui était son allié. Et l'Iran a en gros sauvé le Qatar. L'Iran a permis au Qatar d'utiliser son espace aérien et ses routes maritimes pour survivre. Et bien sûr, Al-Qaïda n'a jamais vraiment rendu l'appareil. À long terme, ça a même été tout le contraire. Donc voilà un dirigeant dont l'histoire à la tête du pays est jalonnée d'actes extraordinairement insensés. Et puis, pour revenir au Yémen, bombarder l'aéroport international de Sanaa et commettre un acte de guerre. Il voulait évidemment empêcher l'Iran de briser le siège qu'il a imposé au peuple yéménite. Mais bombarder un aéroport international alors qu'un avion allait atterrir, un avion de passagers, ce n'est pas le signe d'un dirigeant sain d'esprit et sage, mais c'est révélateur de notre époque. Trump et tous les dirigeants que nous voyons aujourd'hui dans le monde occidental et parmi leurs alliés, aucun n'a montré le moindre signe de sagesse ces dernières années, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Ils ne le sont tout simplement pas. Ils ont été très insensés. Supposons que les États-Unis, avec Israël, vous savez, décident finalement d'attaquer l'Iran. Ils devront utiliser l'espace aérien saoudien, l'espace aérien irakien, toute la région. Est-ce que cela signifie que l'axe de la résistance se mobilisera aux côtés de l'Iran, du Yémen, de l'Irak et d'autres composantes de l'axe de la résistance pour répondre à cette attaque? Eh bien, le Yémen est déjà en guerre avec l'Arabie saoudite. Il a mis en place un contre-blocus. Il faut se rappeler que les Saoudiens imposent un blocus au Yémen. Cela dure depuis des années. Maintenant, le Yémen a enfin instauré un contre-blocus. Et là encore, dans un geste très étrange, plusieurs pays rejoignent la coalition saoudienne pour soutenir l'Arabie saoudite, malgré ce qu'elle a fait au Yémen. Tout cela tourne autour de l'argent, des ressources et de ce genre de choses. Mais cela va échouer. Et comme je l'ai dit, cela va démolir l'image de ces pays, quels qu'ils soient, s'ils s'impliquent réellement, si tant est que certains le fassent. Mais le Yémen est déjà engagé. Et comme je l'ai dit, la résistance en Irak a déclaré que dès qu'Arbaïn sera terminé, j'ai été invité à participer à une émission à Karbala pour Arbaïn. Mais j'aurais vraiment aimé y aller. Mais je me suis dit, vous savez, si les États-Unis attaquent l'Iran, il vaut mieux que je sois ici. Mais l'Irak a dit qu'après l'Arbaïn, il riposterait. Donc l'escalade a déjà commencé. Et si les États-Unis attaquent l'Iran, tous ces pays sont de mèche avec les États-Unis. Ils n'ont pas besoin d'utiliser l'espace aérien de tout le monde. Ils sont tous impliqués. Ils abritent des bases américaines. Ils ont aidé les États-Unis depuis le Koweït et même Oman, sans parler du Qatar, de Bahreïn, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Ils sont tous complices. La Jordanie et bien sûr le régime israélien. Donc la réponse iranienne sera dévastatrice. Comme je l'ai dit,
il y a aussi l'Irak et le Yémen qui sont déjà impliqués et eux aussi vont tirer parti de cette situation. Ce n'est pas une issue qui se terminera bien pour les États-Unis. Cela ne fera que conduire à l'effondrement. Je pense que la péninsule arabique, sa carte va tout simplement changer. Nous allons avoir un avenir différent où les frontières des pays changeront, où les noms des pays changeront. Ce sera énorme si les États-Unis mettent leurs menaces à exécution, s'ils vont vraiment dans cette direction. Cela entraînera de grands changements et bien sûr une tragédie mondiale. Je veux dire, regardez ce qui s'est passé au Maroc. I mean, look at what happened in Morocco, right? Now, in the case of Morocco, this was obviously En ce moment, dans le cas du Maroc, ce n'était évidemment pas un mouvement spontané. Les Américains et les Israéliens étaient derrière. Il y avait des preuves. Et je ne veux pas entrer dans l'histoire maroco-espagnole. Ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est le moment choisi, n'est-ce pas? Il y a donc l'histoire des deux pays, les griefs, tout ça. Mais indépendamment de cela, le timing est clair. Et la manière dont cette opération a été menée pour envoyer 50 000 personnes en Espagne, sur le territoire espagnol, était bien sûr organisée et planifiée. Eh bien, si les États-Unis attaquent les infrastructures critiques de l'Iran et que l'Iran riposte, ce qu'il fera, puis que nous assistons à un effondrement économique mondial parce que les marchés s'effondrent, alors que se passe-t-il? Je pense que vous allez voir ce genre de phénomène se produire spontanément partout dans le monde. Vous allez voir des populations se déplacer dans des pays où il n'y a plus de nourriture, où les économies se sont effondrées. Elles iront vers des endroits qui, historiquement, étaient plus prospères. Donc je pense qu'il y aura des migrations de masse dans différentes régions du monde, loin des centres de pauvreté. Mais bien sûr, le problème, c'est que tout le monde sera touché. Partout dans le monde, on se dirigera vers la pauvreté et le dénuement. Ce mouvement va donc en lui-même créer des tensions et des souffrances inimaginables. and misery in itself.